Les réseaux sociaux et Internet sont régulièrement la source de mal-être pour beaucoup d'entre nous. Les films d'horreur qui s'appliquent à exploiter nos angoisses ne pouvaient qu'y trouver un beau terrain de jeu. C'est ce qu'Emmanuel Trouillard, normalien, docteur en géographie et chargé d'études habitat à l'Institut Paris Région, a proposé d'explorer dans son article sur les fantômes en réseau, publié en 2018 dans la revue Géographie et Culture. Il propose donc de se pencher sur les fantômes dont le mode opératoire est celui du réseau. Qu'il s'agisse de spectres contagieux et ou de revenants connectés, comme les appelle le chercheur, on traite ici d'entités dont la malédiction se propage de victime en victime ou qui sont capables d'utiliser des réseaux, que l'on parle d'internet, d'autres médias comme la télévision ou encore de réseaux physiques comme le voisinage ou l'entourage des victimes. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ce travail, bienvenue dans Avide de recherche. Au début des années 90, les fantômes au cinéma ne font plus très peur. On a déjà vu et revu 1000 fois les histoires qui les concernent. En général, ce sont des schémas topographiques où ils sont attachés à un lieu hanté, délimité et qui cantonnent leur action. Ils sont même devenus plutôt des personnages de comédie, comme dans SOS Fantôme en 1984 ou Casper en 1995. Toutefois, en 1998 sort Ring de Hideo Nakata qui contribue à relancer la mode du fantôme. En plus d'un scénario captivant et d'un fantôme marquant, il propose un mode opératoire du fantôme peu exploré jusque-là, celui du réseau, à travers la diffusion d'une cassette et des téléviseurs. À partir de là, les films de fantômes en réseau se sont alors développés selon deux modèles spatiaux de fantômes, explique Emmanuel Trouillard. D'abord des fantômes contagieux, dont la malédiction se transmet et se diffuse selon des interactions physiques ou virtuelles, qui découlent d'un réseau de sociabilité. Et ensuite, des fantômes connectés qui, tel un administrateur de réseau informatique, peuvent exploiter et créer des réseaux, en général matériels, et qui peuvent se projeter sur chacun de leurs nœuds. Le chercheur propose donc d'analyser ces deux dispositifs narratifs et spatiaux qui ont permis un renouvellement de la figure du fantôme. Il explique que ceci permet aussi de se pencher sur, je cite, le versant obscur de notre imaginaire spatial dont les films d'horreur sont des révélateurs privilégiés. Se pose alors la question, dit-il, de savoir quelle est la source, le moteur de ces nouvelles figures spectrales en réseau, de quels risques, de quelles angoisses sourdes et latentes sont-ils les messagers d'outre-tombe. Avant de commencer, Emmanuel Trouillard propose de considérer comme fantômes les entités qui sont l'émanation de personnes mortes et qui reviennent dans le monde des vivants. Ils échappent en général aux règles physiques communes car ils sont à la fois morts et actifs dans le monde des vivants et la plupart du temps ne peuvent être mis hors d'état de nuire que par des moyens d'exorcisme et non pas uniquement physiques. Le chercheur rappelle qu'avant d'être présents au cinéma, les premiers fantômes en réseau sont ceux des légendes urbaines, dont l'émergence est particulièrement propice au Japon, d'abord de par son très vaste bestiaire folklorique, à la croisée de l'animisme shintoïste et du bouddhisme, et ensuite grâce aux médias de grande envergure que représentent les magazines de manga, touchant énormément les ados, un public particulièrement friand d'histoires de spectres. Ces très grands tirages ont remis à la mode et diffusé de nouvelles figures de fantômes, parfois créées de toutes pièces par les mangaka, d'autres fois incarnant des rumeurs circulant dans tout le Japon. C'est de ces légendes urbaines que se revendique Ring de Nakata. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une séquence illustrant la diffusion d'une rumeur parmi les élèves, celle de la fameuse cassette VHS en circulation. Toute personne la regardant serait condamnée à mourir 7 jours plus tard. Très vite, les médias reprennent l'affaire alors que les morts étranges se multiplient. Et si raconter cette histoire a d'abord pour but d'alerter les autres et de les protéger, ceci joue aussi en faveur du spectre tueur, Sadako, une jeune fille morte après avoir été poussée dans un puits par son père, car Léondi attise la curiosité et pousse les gens à tomber dans le piège. Mais alors qu'au début du film, il ne semble pas exister d'échappatoire, l'héroïne pense trouver une solution. Faire une copie de la cassette et la faire visionner à quelqu'un avant que les 7 jours ne soient écoulés. Dans le film suivant, Ring 2, cette parade est désormais connue de tous, mais elle tourne elle aussi à l'avantage du spectre. Elle a surtout pour effet de multiplier les copies de la cassette et donc le risque de propagation. De plus, la meilleure amie de la première victime, qui n'a a priori pas vu la cassette mais le fantôme en action, semble propager la malédiction car, une fois internée, les télévisions de l'hôpital diffusent automatiquement le film lorsqu'elles s'en approchent. Enfin, les victimes décédées semblent condamnées à devenir à leur tour des fantômes, développant ainsi un réseau spectral de plus en plus grand. Sadako est donc un spectre contagieux par excellence, mais aussi un spectre connecté au réseau de communication, celui des télévisions. Elle tue en effet ses victimes par un mode opératoire précis. À l'issue des 7 jours de la malédiction, la victime voit sa télévision s'allumer toute seule et diffuser une image du film maudit, un puits duquel le fantôme s'extrait avant de marcher dans la direction du spectateur jusqu'à passer à travers l'écran et venir le tuer. Les foyers japonais des années 90 étant presque tous équipés de téléviseurs, le réseau de Sadako est presque infini. Ceci fait pénétrer de fait les histoires d'horreur dans le monde moderne de la technologie. Avec son succès à l'international, Ring a fortement contribué à fixer les deux modèles narratifs et spatiaux de ce que le chercheur appelle donc le spectre contagieux et le revenant connecté. Emmanuel Trouillard rappelle ensuite que les films d'horreur contemporains jouent sur une
une crainte très présente dans nos sociétés qui est celle de l'irruption soudaine d'un danger totalement imprévisible et mortel dans le quotidien le plus banal. Les films de spectres contagieux peuvent évoquer la menace de l'apparition d'une nouvelle épidémie transmise par les interactions sociales et pour lesquelles il n'existe pas encore de remède. Les structures narratives des fantômes en réseau permettent alors de revisiter le film d'horreur de la maison hantée en développant une nouvelle topologie. C'est le parti pris de la franchise japonaise à très grand succès Ju-On qui compte plus de 11 films sortis. Elle trouve ses bases dans un modèle topographique classique avec une maison hantée. Une mère et son fils sont massacrés par un mari violent et reviennent en spectres vengeurs qui s'attaquent à tous ceux qui pénètrent la maison où ils sont décédés. Le chercheur explique que Ju-On transcende ce schéma en tissant un réseau de sociabilité de voisinage à travers tous les personnages qui vont passer le seuil maudit et inquiets de ne plus avoir de nouvelles après les premiers meurtres. Ce sont ensuite les policiers qui se rendront sur les lieux qui seront massacrés, etc. Les victimes ne meurent d'ailleurs pas toujours dans la maison, mais une fois qu'elles sont marquées du sceau de la malédiction, elles peuvent être frappées à tout instant. C'est donc un mouvement de convergence d'un réseau de voisinage en un point localisé, alors que le mouvement des spectres, capable de se déplacer, est celui de l'expansion et de la diffusion selon un réseau de proximité. La franchise Ju-On est souvent une narration non linéaire, avec un chapitre par victime, mais qui ne sont pas organisés dans un ordre chronologique. C'est au spectateur de reconstituer le déroulé de l'histoire en dénouant les réseaux de relations connectant tous les personnages entre eux. Les films qui utilisent les fantômes contagieux au sens propre, tel le film américain It Follows, rendent encore plus concrète la notion de propagation en réseau dans une infection. Dans ce film, la victime attrape la malédiction par un rapport sexuel. Elle est alors suivie en permanence par un spectre qu'elle seule peut voir et qui essaye de l'attraper pour la tuer. Pour se débarrasser de cette menace, la victime doit la refiler à une nouvelle personne en couchant avec, et ainsi c'est cette nouvelle personne qui sera poursuivie. Toutefois, si le fantôme réussit à tuer sa proie, il se dirigera à nouveau vers le maillon précédent, donnant ainsi à toute personne contaminée la certitude d'être rattrapée un jour ou l'autre par la malédiction. La fuite est donc sans fin et permet au spectre de toujours allonger son réseau de victimes à travers une sexualité forcée et désespérée. Comme le dit Emmanuel Trouillard, ces spectres contagieux, qu'ils atteignent tout un voisinage ou infectent les sexualités, ne font qu'attiser notre peur de l'autre et celle du risque inhérent à chaque nouvelle relation. Le chercheur rappelle ensuite qu'encore plus que notre réussite sociale, le regard d'autrui est constitutif de notre identité, qui relève en grande partie d'une construction sociale. Ceci étant posé, il est clair que les réseaux sociaux sur Internet jouent un rôle majeur dans ce processus. Les films de fantômes ont bien souvent choisi de les montrer non pas comme un vecteur de réassurance identitaire, mais comme une source d'isolement et d'affaiblissement du moi. Ainsi, les films de fantômes d'Internet se font l'allégorie de la dissolution de l'identité intime et sociale. Et ils proposent une critique ou un questionnement sur les nouvelles technologies. Le web permet à ces spectres une quasi-ubiquité et une capacité d'action très vaste. Contrairement au schéma horrifique habituel, les spectres connectés sont souvent eux aussi des utilisateurs d'Internet, et leur statut de fantôme n'en devient que l'étape ultime de la dégradation identitaire qu'ils ont subie de leur vivant. C'est le schéma qu'exploite la série d'animation japonaise Serial Experiment Lane de 1998, réalisée par Ryutaro Nakamura. On y suit les péripéties de l'héroïne, Lane, qui reçoit un jour, comme ses camarades, le mail d'une élève de son école qui s'est pourtant suicidée quelques jours auparavant. Pour comprendre ce qui se passe, Lane explore le Ride, une version alternative de notre Internet actuel. Elle découvre alors que des personnes sont parvenues à y transférer l'intégralité de leur personnalité, au point d'abandonner leur corps matériel. Elles sont mortes dans le monde réel, mais continuent d'agir dans le monde virtuel, et par ce biais d'interagir avec les vivants. Lane découvre même qu'un double d'elle-même avec une personnalité toutefois très différente est en circulation dans le Ride, mais aussi dans le monde réel. Comme le précise le chercheur, cette série de la fin des années 90 a réussi à anticiper les dérives de l'usage d'Internet que nous connaissons aujourd'hui et développe une réflexion sur ce qui constitue l'identité et ce que les réseaux informatiques pourraient y apporter. On découvre en effet que Lane n'est elle-même qu'un programme informatique implanté dans un corps artificiel. Peut-on alors considérer une entité entièrement virtuelle et injectée dans le monde réel comme une personne? La question de l'individualité est aussi soulevée, alors que le moi peut être dupliqué à l'infini, chaque copie semblant avoir une existence indépendante. Enfin, la série réfléchit aux notions de micro et de macrocosme. Le Wide se présente comme une nouvelle étape d'évolution de l'humanité, permettant à tous les humains de se connecter entre eux, tels les neurones d'un énorme cerveau, créant un réseau unifié qui pourrait permettre l'émergence d'une conscience pour la planète Terre en tant qu'organisme vivant.
Emmanuel Trouillard note qu'à la fin des années 1990, Internet était encore en phase d'appropriation pour les foyers et pouvait générer beaucoup de fantasmes, le web pouvant être perçu comme une identité mystérieuse et dangereuse. Dans la décennie qui suit, il est un élément beaucoup plus banal, notamment pour les générations qui ont grandi avec. Le cinéma commence alors plutôt à se pencher sur l'écart qui existe entre l'identité virtuelle, travaillée et embellie, et la réelle, souvent beaucoup moins sexy. Pour exemple, le chercheur cite le film Unfriended. Celui-ci met en scène le fantôme d'une jeune fille qui revient tourmenter ses anciens camarades de classe responsables de son suicide. L'un d'entre eux a notamment posté une vidéo la montrant dans une situation très humiliante, ce qui a engendré un harcèlement sur les réseaux sociaux. Tout le film se passe en ligne et chaque adolescent, avant d'être tué, voit ses mauvais agissements révélés en ligne et diffusés à tous. En conclusion, les films d'horreur sont les reflets de nos angoisses contemporaines. Ils ont puisé dans les réseaux sociaux et internet un renouvellement du genre et la création de nouveaux dispositifs spatiaux pour les récits de fantômes, qui découlent de la plasticité du concept de réseau. Les fantômes en réseau sont les porteurs d'une angoisse sociale vacillant entre la peur de l'autre et celle de l'isolement et du délitement identitaire. Emmanuel Trouillard souligne toutefois qu'aujourd'hui le genre est à nouveau assez essoufflé, déjà sujet à l'usure. En revanche, les spectres contagieux ont ouvert la voie au retour de leurs cousins cinématographiques, les zombies, qui contaminent aujourd'hui massivement nos écrans. Voilà donc pour cette recherche fascinante. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter l'article, le lien se trouve en description. À propos de contamination, est-ce que vous saviez que la malédiction David de Recherche était contagieuse elle aussi? Quoi? Eh oui, je t'ai refilé le bébé. Et moi, je me taille. Plus sérieusement, je passe le flambeau à Léa pour la présentation des avis de recherche. Léa, que vous avez déjà probablement vu sur la chaîne du CNRS ou peut-être Zest de science. Absolument. Zest de science. Zest de science. Yes. Et aussi dans le Vortex, en colocation avec moi-même d'ailleurs. Donc c'est moi qui vous retrouve. Vous ne retrouverez pas Manon le mois prochain. Mais Léa. Du coup, je vous dis pas à dans un mois, mais toi... Ah, dans un mois quand même. Merci. Ok. Et oui, je t'ai refilé le bébé, c'était mon dieu incroyablement téléphoné. Je passe le flambeau à Léa, que vous avez déjà vu probablement dans la chaîne du CRN. Eh bien, je passe le relais à Léa. Zest de science.